Bonsoir bien-aimé, fidèle de Une parole pour toi. Je suis très heureuse de vous retrouver encore ce midi. Nous allons poursuivre dans notre série sur notre thème des familles prospères. Et la semaine dernière, nous avons parlé de Christian, de son budget. Et cette semaine, nous allons poursuivre pour voir quelles sont les décisions qu'il a prises et comment cela va lui permettre d'atteindre les objectifs qu'il s'est fixés. Mais avant, nous allons confier ce moment entre les mains du Seigneur. Tendre Père, merci pour cette journée que tu nous donnes. Merci pour la vie, le souffle de vie. Merci pour Jésus qui est mort à la croix pour nous, qui a pris sur lui nos péchés, nos manquements et qui nous a réconciliés avec toi en cette semaine de la Pâque. Nous voulons encore une fois garder les yeux fixés sur la croix et recevoir à partir de ce regard, tout ce dont nous avons besoin pour mener une vie qui te convienne, une vie qui te glorifie. Merci pour tous ceux qui sont à l'écoute. Merci pour tous ceux qui vont regarder cette émission par la suite. Nous prions que ce qu'ils vont entendre puisse les aider à mettre de l'ordre dans leurs finances. Tu es un Dieu d'ordre et nous, en tant que tes enfants, nous devons apprendre à mettre de l'ordre autour de nous, y compris dans nos finances. Merci d'aider chacun de ceux qui luttent, qui ont des problèmes financiers, qui ont des difficultés financières, qui ont des soucis financiers, à prendre en considération ces techniques, ces choses qui vont nous aider, et notamment le budget. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Excusez-moi, je suis un peu grippé. J'espère que ça va aller. Donc nous allons retrouver Christian. Je rappelle que la semaine dernière, nous avons parlé de ce qu'il a dépensé en janvier, février, mars. Nous avons vu qu'il était arrivé à fin mars avec un découvert élevé, un prêt également qu'il a pris et qu'il est en train de rembourser, et ce qui faisait que tout ce qu'il gagnait pratiquement, il le dépensait, et parfois même il dépensait plus que ce qu'il gagnait, ce qui fait que s'il ne prenait pas les choses en main, il était en train d'aller vraiment droit dans le mur. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le budget annuel que Christian a fait. Et je rappelle que son objectif en commençant ce budget, en mettant en place, disons, ce suivi, ce budget qu'il va s'efforcer de suivre chaque mois, son objectif, il avait 4 objectifs. Couvrir son découvert, verser sa dîme, rembourser sa dette et mettre 1 million de côté. Bon, après avoir discuté avec lui, il a inverser un peu l'ordre. Le premier, c'était de verser sa dîme. Ensuite, couvrir son découvert. Le deuxième objectif, rembourser sa dette. Le troisième objectif, et mettre 1 million de côté. Le quatrième objectif. Alors, je peux vous annoncer déjà, avant qu'on rentre dans le détail, que Christian a fait mieux que ce qu'il avait prévu. Et avec le budget qu'il a mis en place, il va terminer l'année en ayant couvert son découvert. Déjà, dès le mois de fin mai, le découvert est couvert. Ensuite, dès le mois d'avril, il a commencé à verser sa dîme. Et sa dette au 31 décembre 2023 n'est pas totalement remboursée. Parce que à fin mars, il devait 940 000. Mais à fin décembre, il aura remboursé 900 000, donc il restera 40 000 à rembourser en janvier. Donc il a quasiment atteint son objectif. Et maintenant même, au lieu de mettre 1 million de côté, il a pu mettre 4 millions, presque 4 millions 500 de côté. Vous allez me dire, mais comment il a fait? C'est ce que nous allons regarder ensemble. Donc, la première décision que Christian a prise, c'est de se séparer de sa voiture. En janvier, février et mars, il a dépensé
il dépensait 80 000 pour l'essence de la voiture et en janvier, il a dépensé 50 000 pour réparer cette voiture. Donc, il s'est rendu compte que la voiture étant devenue vieille, c'est d'abord une voiture qu'il a achetée d'occasion et cette voiture est devenue vieille, il revient vraiment extrêmement cher en frais d'entretien, de réparation et même en carburant. Donc, il a décidé de vendre sa voiture carrément. C'est même pas de ne plus l'utiliser pour aller au travail, mais il a décidé de la vendre. Et donc, il a, sur les 80 000 qu'il mettait de côté pour l'essence, il a mis 25 000 en frais de transport. Parce qu'il a la possibilité de prendre un car. C'est vrai que c'est plus dur. Il se lève plus tôt. Il n'a plus la liberté de rentrer à l'heure qu'il veut. Il est obligé de suivre les horaires du car. Mais il a pris cette décision de désormais prendre ce car. Et heureusement pour lui, dès qu'il a pris la décision au mois d'avril, vers le milieu du mois d'avril, il a eu un nouveau collègue, une nouvelle personne qui a été embauchée dans son service. Et heureusement, ce collègue habite dans le même quartier que lui. Donc ce collègue est d'accord pour venir avec lui. Au moins, le matin, c'est sûr. Bon, le soir, ça dépend un peu de leur programme à eux deux. Mais ils pensent que ça peut marcher. Ils pourront aussi rentrer ensemble. Mais si cela n'est pas possible, il a toujours la possibilité de prendre le car au retour. Donc, c'est pour ça qu'il paye le car aller comme retour pour être sûr d'avoir sa place, même s'il il sera pas obligé de le prendre tout le temps puisque son collègue pourra le prendre le matin et le déposer. Donc voilà. Ça, c'est la grande décision qu'il a prise. Au niveau de l'alimentation aussi, il dépensait 75 000. Il a décidé de ramener ce budget à 60 000, de serrer un peu pour pouvoir économiser les 15 000. Il a aussi restaurant et sorties. Les 3 premiers mois de l'année, c'est 100 000 qu'il a dépensé en restaurant et sorties chaque mois. Là, il a décidé de ne plus, en restaurant et sorties et shopping, il a décidé de ne plus faire de shopping jusqu'à la fin de l'année et restaurant de ne mettre que 15 500 pour pouvoir aller au restaurant dans le mois. Donc vous voyez que Christian a vraiment coupé dans ses dépenses ce qu'il dépensait qui faisait que il vivait un peu au-dessus de ses moyens. Tout ça, il a pris vraiment des décisions courageuses et ce qui fait que il se retrouve maintenant avec des dépenses qui tournent autour de 350 000 au lieu des 550 qu'il dépensait jusque-là. Voilà, donc ça c'est la première grande décision que Christian a prise. Bon, ça c'est pas la première grande décision, c'est de payer la dîme, 50 000 dès le mois d'avril. Il a inscrit ça, comme je l'ai dit. Vous allez voir sur le tableau va vous être présenté. Vous allez voir que dès le mois d'avril, il paye sa dîme de 50 000 et il enlève de ses revenus et son budget est fait sur la base du revenu net de la dîme. Donc, comme il devait couvrir aussi son découvert, en avril, il a couvert une partie, en mai, il a couvert une partie, et dès le mois de juin, il n'avait plus de découvert. Donc, ce qui s'est ajouté par rapport aux habitudes de Christian, dans la gestion de son budget, c'est que il a mis en place des provisions mensuelles pour mettre de l'argent de côté pour couvrir les dépenses qui ne sont pas mensuelles, mais qu'il sera obligé de payer à un moment ou un autre. C'est pourquoi, au niveau de l'eau et de l'électricité, il a fixé un montant qu'il met de côté chaque mois pour que lorsque la facture d'eau qui vient tous les 3 mois
ou la facture d'électricité qui vient de tous les 2 mois arrive, cela n'est pas à peser sur son budget mensuel. Donc chaque mois, il met 1000 francs de côté pour l'eau et 7500 de côté pour l'électricité. Et il a décidé aussi de faire des provisions de 15 000 francs chaque mois pour pouvoir tenir compte des anniversaires. Vous avez vu que au mois de mars, il a dû dépenser 75 000 francs pour l'anniversaire de sa chérie, alors que c'était pas prévu. Là, il a décidé, à partir du mois d'avril, de mettre 15 000 francs de côté chaque mois pour pouvoir faire face à ces dépenses qui ne sont pas fixes en tant que telles, puisque c'est pas tous les mois. Elles sont fixes dans une certaine mesure, puisqu'on peut les anticiper. C'est pas des imprévus. C'est des choses, il sait qu'il y aura des anniversaires, il sait que la facture d'eau va venir. Donc ça, c'est l'objectif des provisions mensuelles. C'est mensualiser des dépenses qui vont venir à coup sûr. S'il avait gardé sa voiture, par exemple, il aurait dû mensualiser l'assurance de la voiture qu'il paye une fois par an. Mais quand la facture vient, il faut la payer. Donc s'il avait gardé la voiture, il aurait mensualisé ça. Tout ce qui est assurance, tout ce qui vient une fois par an, les factures comme l'impôt foncier pour ceux qui sont propriétaires de leur maison, des factures comme ça, il faut pouvoir faire des provisions chaque mois pour pouvoir les couvrir. Donc, Christian, depuis le mois d'avril, a introduit dans son budget la notion de provision mensuelle. Il provisionne 23 500 par mois pour toutes ces dépenses. Donc, quand il y aura un anniversaire, il viendra prendre dans cette provision. Quand il y aura la facture d'eau, il viendra prendre dans cette provision. Son budget, ses dettes, l'un de ses objectifs, c'était justement d'anticiper le remboursement de sa dette. Donc, il payait 44 772 au titre de sa dette. À partir du mois de mai, Christian a décidé de faire échelonner son prêt pour payer des échéances de 90 000 par mois au lieu de 44 772. Ce qui fait que, en commençant au mois de mai à payer 90 000, en fin d'année, il se retrouve ayant remboursé 899 088 sur une dette de environ 1 100 000. Donc normalement, au plus tard, en janvier-février, il va terminer de payer la dette comme il avait prévu. Et dernière chose, mais la plus importante que Christian a introduit dans son budget, c'est l'épargne. Il a décidé d'épargner. Épargner, ça veut dire ne pas utiliser, ne pas dépenser tout ce qu'il gagne chaque mois, mais mettre de l'argent de côté chaque mois. Au lieu d'être en découvert, il va épargner. Ça, c'est on peut dire la décision la plus importante que Christian a pris dans le cadre de la mise en place de ce budget. Il s'est rendu compte qu'il pouvait mettre de l'argent de côté. Tout ce qu'il a diminué, tout ce qu'il ne dépense plus, tous ces efforts vont lui permettre de mettre de l'argent de côté. C'est plus simple, par exemple, de mettre l'argent de côté pour, par exemple, s'acheter des habits qu'il a envie de s'acheter, que de pouvoir dépenser chaque mois sans compter dans ses habits et se retrouver en découvert. Donc ça, c'est vraiment une décision importante que Christian a pris. Donc, il a décidé, lorsqu'on décide d'épargner, ce qui est important, c'est pas d'épargner pour épargner. Il s'agit pas de thésauriser, il s'agit pas de dire, j'ai 500 000 dans mon compte d'épargne, ou bien je sais pas quelque part, j'épargne. Mais il faut donner, comme on a dit, l'objectif du budget base zéro que nous sommes en train de présenter, c'est de donner une utilisation à chaque franc CFA qu'on dépense. Donc dans son épargne, il y a 4 rubriques. 1, c'est le fonds d'urgence. Son objectif, c'est d'arriver
d'ici la fin de l'année. Son objectif, c'était d'arriver d'ici la fin de l'année à mettre de côté 1 million dans un fonds d'urgence. C'était ça son objectif. Mais en réfléchissant, finalement, il a vu que il fallait, en même temps qu'il crée le fonds d'urgence, mettre de l'argent de côté pour d'autres projets. Donc, son épargne se répartit en fonds d'urgence où il a décidé de mettre 100 000. Bon, le mois de mai, il a mis 125 000. Mais à partir du mois de juin, 100 000 chaque mois dans le fonds d'urgence. Il a, à partir du mois de juin, mis en place un plan épargne logement où il verse 30 000 francs. Le plan épargne logement, c'est de l'argent qu'on met de côté pour permettre d'avoir une épargne qui va permettre de payer l'apport pour une maison. Le plus souvent, avant, les banques exigeaient qu'on ait un apport pour pouvoir nous prêter. De moins en moins, ils le font. Mais c'est une bonne chose de mettre de l'argent de côté dans un plan épargne logement. Et de continuer à mettre cet argent de côté. Étant entendu que, quand on va, il faut calculer de sorte que, lorsque vous allez avoir le prêt qui va vous permettre de rentrer dans votre logement, le prêt qui va vous permettre d'acheter votre maison, le montant que vous épargnez dans le PEL, comme on l'appelle, le plan épargne logement, plus le montant de votre loyer, puisse servir à payer les traites de votre maison. Ou alors, en faisant en tout cas, puisse servir en grande partie. Parce que l'erreur qu'on fait souvent aussi, c'est que on veut s'acheter une maison, mais par exemple, je vous ai dit que le loyer d'une maison ne doit pas dépasser le tiers de notre salaire, sinon on ne s'en sort pas. Mais si vous voulez acheter une maison maintenant, et que vous vous retrouvez avec des traites d'une maison que vous êtes en train d'acheter, même si c'est une belle maison, mais que ces traites-là dépassent le tiers de vos salaires, et ça, c'est des prêts qu'on prend sur 20 ans, 25 ans, vous imaginez comment vous allez souffrir pendant toutes ces années. C'est vrai que votre salaire peut augmenter, vos revenus peuvent augmenter, mais supposons que ça n'augmente pas dans les mêmes proportions. Vous prenez par exemple un crédit où vous devez payer 350 000 par mois. C'est vrai que c'est pour votre maison, mais jusque là vous payez un loyer de 120 000. Vous voyez l'écart, comment ça va se faire? Si vous n'avez pas bien calculé, vous allez tirer la langue. Alors que si vous avez commencé à épargner dans un PEL, quand vous allez rajouter ce montant-là au montant de votre loyer, ça vous permet, sans souffrir, d'avoir une maison qui vous revient à vous-même. Donc, Christian, en tout cas, il se donne 1 à 2 ans pour pouvoir acheter une maison et commencer à payer les traites. Donc ça aussi, c'est un de ses objectifs, bon, pas pour l'année, mais dans les 2 ans à venir. Donc, il a commencé un peu à mettre de côté de l'argent dans le PEL, pas beaucoup pour cette année, certainement l'année prochaine, il va monter d'un cran. Donc 30 000 francs pour le PEL. Il a épargné aussi, il a vendu la voiture. Je vous ai dit que il a décidé de se séparer de sa voiture. Donc au mois de mai, il a vendu sa voiture à 3 millions. Et les 3 millions, il a mis 1 million dans l'épargne au titre du projet mariage. Parce qu'il a l'intention de se marier. Donc il a mis 1 million de côté dans cette épargne sur le prix de la voiture, et 2 millions sur le prix de la voiture. Il a décidé de l'investir, dans une nouvelle activité qu'il va démarrer. Vous savez que quand vous regardez ses entrées, il a déjà une activité qui lui rapporte 100 000 par mois. Il veut démarrer une deuxième activité, rentable également. Donc il a pris les 2 millions au mois de mai pour investir dans cette activité. Et voilà un peu les décisions que Christian a prises. Et donc quand on traduit toutes ces décisions-là dans ce tableau jusqu'à la fin de décembre, c'est ce qui donne les résultats que je vous ai donnés tout à l'heure. Il faut noter également, vous allez le voir dans le tableau, que heureusement, au mois de mai, Christian a eu une petite augmentation. Son salaire est passé de 400 à 420 000.
Donc il a une petite augmentation, c'est pas beaucoup, mais c'est 20 000 en plus. Et il a une prime également de 200 000 au mois de mai. Tout ça, il n'a pas changé, je dirais, ses prévisions du mois d'avril avec des dépenses qui tournent autour de 350 000 parce qu'il a eu 220 000 en plus. Tout ça, il le met en épargne. Le Christian d'avant aurait eu une prime, je dirais une augmentation. Tout de suite, il aurait élevé le niveau de ses dépenses pour absorber ce montant-là. Le Christian d'aujourd'hui, qui est en train de gérer ses finances, a décidé de mettre ce montant pour augmenter son épargne mensuelle. Donc, quand son salaire a augmenté, il a rajusté également son épargne mensuelle. Le prêt qu'il était en cours, donc j'ai déjà parlé de ça, il a décidé de payer 90 000 au lieu de 44 772 chaque mois au titre de ce prêt. Donc vous voyez. Et donc, quand on regarde encore plus attentivement le tableau, on se rend compte que à partir du mois d'octobre, les activités qui lui rapportaient 100 000 ont commencé à lui rapporter 140 000 parce qu'il a investi 2 millions au mois de mai. De mai à octobre, il a pu, grâce à cet investissement, augmenter ses revenus de 40 000 et certainement, une fois que cette activité aussi va prendre sa vitesse de croisière, peut-être qu'au lieu de 40 000, cette activité va lui rapporter, à partir de janvier 2024, 100 000. Donc il est dans un cercle vertueux. Ce qu'il épargne, il garde une partie en fonds d'urgence, une partie pour sa maison, une partie pour ses projets, une partie qu'il réinvestit pour pouvoir augmenter ses revenus, etc. Donc il est vraiment dans un cercle vertueux. Et j'ai fait cet exemple peut-être avec des chiffres qui sont pas tout à fait justes, mais qui se tiennent quand même pour vous montrer que c'est possible. C'est possible. Si vous prenez le temps de faire ce même travail, un état de vos dépenses, le mieux, c'est de le faire sur toute l'année 2022. L'idéal, c'est ça. Parce que ça vous permet de baliser tout ce que vous avez dépensé et de ne pas oublier quelque chose. Parce que le problème, lorsqu'on commence à faire ce budget, c'est que parfois, il y a des choses qu'on oublie. Il y a des choses qui vont arriver auxquelles on n'a pas pensé. Il y a peut-être des dépenses, une dépense qui arrive tous les 6 mois ou bien une fois dans l'année, on n'a rien mis de côté. Par exemple, ici, vous voyez dans cette dépense, c'est vrai que Christian a une assurance maladie, mais souvent, il y a le tiers payant, ce qui vous reste à payer. Lorsque vous êtes malade, l'assurance peut prendre 80, 90, mais il y a quand même 10% à payer. Donc ça aussi, il faut pouvoir, en fonction de comment vous avez vécu les années précédentes, identifier ces montants-là pour les mettre en provision mensuelle, par exemple. Si, bon, Dieu vous fait grâce que vous ne tombez pas malade, après vous pouvez reverser dans votre épargne. Il y a le fonds d'urgence aussi qui est là, parce que là, 1 million, ça équivaut à peu près 2 mois de salaire. Mais je vous ai dit, un bon fonds d'urgence, c'est 6 mois de salaire. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que Christian n'a pas attendu d'arriver au fonds d'urgence tel qu'il le souhaiterait. Donc 3 mois peut-être, ou bien 6 mois de salaire, ça dépend de lui, c'est lui qui voit. C'est une question aussi de sécurité. Qu'est-ce qui vous met en sécurité? Il n'a pas voulu mettre toute son épargne dans ce fonds d'urgence, mais il a voulu aussi l'utiliser parallèlement pour d'autres projets, son projet de mariage, son projet d'investissement. Ça aussi c'est important. Parce que le fait est que quand on vit au-dessus de ses moyens et qu'on dépense tout ce qu'on gagne ou plus que ce qu'on gagne, on n'a plus de marge pour pouvoir investir et augmenter ses revenus. Vous avez vu cette année-là, c'est vrai qu'il a une petite augmentation, mais il a eu 20 000. Et en tant que salarié, en règle générale, sauf si vraiment on change d'entreprise ou on change de boulot, les augmentations qu'on a, c'est entre 5 et 10% chaque année.
Donc ça, c'est pas avec ça que véritablement vous allez vous en sortir. Donc vous devez réfléchir à avoir des activités avec ce que vous avez déjà comme salaire pour pouvoir augmenter le niveau de vos revenus. Et c'est ce qu'il est en train de faire ici. En réinvestissant ce qu'il a gagné en revendant sa voiture, en le mettant de côté pour agrandir son activité ou bien démarrer une nouvelle activité qui va lui permettre aussi d'augmenter ses revenus par la suite. Donc, voilà l'exemple que je voulais vous donner. Et ce qui est important aussi, comme je le disais, dans l'épargne, il faut donner un nom au projet, que même si c'est dans un seul compte. Par exemple, je vous ai dit, quand je fais le total de l'épargne que Christian a engrangé de mai à décembre, ça fait 4 475 000. Mais sur cette épargne, il y a 3 millions qui sont venus de la vente de sa voiture. Mais si on veut voir, il a quand même réussi à épargner 1 500 000. C'est beaucoup. Pour quelqu'un qui vivait dans un découvert qui ne faisait qu'augmenter. Donc ça, c'est l'épargne. C'est, comme le disent les spécialistes de la gestion des finances, l'épargne, c'est se payer soi-même en premier. Quand on gagne son argent, il faut d'abord penser à Dieu et ensuite il faut penser à soi. Quand on dépense, on a l'impression qu'on pense à soi, mais on ne pense pas à soi. C'est quand on épargne qu'on se paye soi-même. C'est cet argent que nous mettons de côté dans l'épargne qui va nous permettre. Et en plus, actuellement, il est célibataire. Il n'a pas trop de charges. C'est vraiment le moment d'économiser. C'est vraiment le moment de mettre de l'argent de côté. C'est vraiment le moment d'investir. Parce que demain, quand il va se marier, quand il va avoir des enfants, les choses vont être un peu plus difficiles s'il n'a pas d'épargne, s'il n'a pas d'autres investissements. Donc, en épargnant dès le départ, ça nous permet de voir l'avenir en rose. Et vous voyez que ce que j'ai présenté là, c'est un peu la synthèse de tous les conseils que j'ai donnés ces dernières semaines sur la manière de gérer l'argent. Tout ce que la Bible nous dit, tout ce que la Bible nous demande de faire, payer nos dîmes, être généreux. La chose qui manque dans le budget de Christian, à mon avis, maintenant, c'est ce qu'il doit augmenter ce qu'il donne aux autres. C'est vrai qu'il est en train de constituer son épargne, mais je pense qu'en 2024, à un moment donné, il doit penser à aider plus les autres. Donc, par exemple, aujourd'hui, il donne 50 000 à sa famille. C'est déjà bon. Mais il faut peut-être élargir, donner davantage. Être plus généreux dans la communauté, dans la famille, mais aussi au niveau de l'église. C'est tous ces éléments-là que nous avons vus, que j'ai traduit dans ce budget maintenant que je vous ai présenté. Donc, je pense que je vais m'arrêter là. Quand c'est les chiffres, c'est un peu aride, mais je pense que quand vous allez regarder le tableau qui va être présenté et puis regarder un peu plus attentivement. Mais je crois que vous avez compris l'idée générale. Important de provisionner les charges qui ne sont pas mensuelles, mais qui vont se présenter. Important de calculer, de décider d'un montant qu'on va épargner. En fait, c'est ça qui est le plus important. Combien je vais épargner? Et c'est en fonction de combien je veux épargner que j'affecte maintenant ce qu'on appelle le reste à vivre à mes dépenses. J'ai mon salaire, je dois enlever la dîme, je dois me payer moi-même. Et ce qui reste, c'est ça que j'affecte à mes dépenses. Mais je ne fais pas l'inverse. Et la plupart du temps, quand on ne gère pas son budget, c'est l'inverse qu'on fait. C'est-à-dire, on prend notre salaire, on enlève toutes les dépenses, et puis après, on dit, ah, il n'y a rien qui reste. Non. Il faut enlever ce que tu veux épargner, et maintenant, dans ce qui reste, tu te débrouilles. Tu te débrouilles pour tenir dans ce qui te reste. Une fois que tu as enlevé ta dîme, une fois que tu as enlevé les différents montants que tu veux épargner, et tu te débrouilles avec le reste.
C'est ça qui est la bonne gestion du budget. Et s'il y a des difficultés, tu peux ne pas prendre de décision radicale comme Christian, mais y aller petit à petit, voir chaque mois où je peux économiser, qu'est-ce que je peux faire. Il y a beaucoup de choses à faire pour économiser. Il y a beaucoup de choses. Je lisais, non, j'écoutais quelqu'un qui disait sur YouTube, justement, comment faire des économies. Il dit par exemple, quand vous avez de l'eau chaude dans votre douche, en règle générale, avant que l'eau ne devienne chaude, on laisse le robinet couler peut-être 3, 4, 5 minutes, le temps que l'eau chaude et l'eau froide se mélangent. Mais quand on veut faire des économies, par exemple, c'est de mettre un seau. Et pendant que l'eau est en train d'arriver à la température qui nous convient, le seau recueille cette eau que vous pouvez utiliser après dans les WC. Bon, dit comme ça paraît un peu rigolo, combien on va économiser. Mais c'est ces petites économies mises bout à bout qui permettent finalement, même avec le peu qui nous reste à vivre, d'arriver à vivre correctement. On peut, comme je l'ai dit, surtout les célibataires, ils ont l'habitude d'aller tout le temps, à la petite semaine, tous les 2 jours, tous les 3 jours, rentrer dans un magasin, acheter quelque chose. Mais quand on veut faire des économies, par exemple, sur l'alimentation, la meilleure des choses à faire, c'est d'acheter en gros. D'aller dans les endroits où tu achètes pour 2-3 mois de papier hygiénique, par exemple, pour 2-3 mois. Ça te fait faire des économies. Le demi-gros est quelque chose qui permet d'économiser par rapport à acheter au détail. Il y en a même qui vont jusqu'à aller acheter le rouleau chaque fois chez le Mauritanien. Tout ça, c'est toute cette réflexion. Comment je peux faire pour... Parce que souvent, on se dit non, c'est pas possible. Je peux pas économiser. Mon salaire, c'est mon salaire qui ne suffit pas. Il faut qu'on m'augmente. Mais si on t'augmente pas, tu fais comment? Rien que pour toi-même commencer à faire une autre activité que ton salaire, tu as besoin aussi d'épargner. Comme je le disais, c'est une erreur que beaucoup font d'aller emprunter de l'argent pour démarrer une activité. Parce que la pression que vous allez avoir à la fois de rembourser ce qu'on vous a prêté et d'assurer la survie de l'activité va faire que vous n'allez pas en sortir. Donc on peut emprunter pour renforcer une activité, mais au début, c'est l'épargne, c'est ce que tu as mis de côté, que tu réinvestis un peu pour arriver à une certaine stabilité dans ton activité, parce que elle a pris sa vitesse de croisière et maintenant, tu peux te tourner vers quelqu'un qui va te prêter, ou bien même vers une banque qui va te prêter de l'argent pour renforcer ton activité. Donc, l'épargne est quelque chose de capital. Dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, il faut que nous fuyions les têtes. Que ce soit auprès des banques ou même auprès de la famille. En tout cas, quand on est endetté, on ne voit pas l'avenir de la même manière que quand on a sa liberté. Et la seule façon d'avoir sa liberté, c'est d'épargner. Et je dirais, la meilleure manière d'épargner, c'est de diminuer ses dépenses. Et on peut, en diminuant ses dépenses et en mettant de l'argent de côté, on peut maintenant investir pour augmenter ses revenus. Voilà les 2 leviers qu'on a. Mais le plus simple, le plus facile, c'est vraiment de regarder, est-ce que la manière dont je dépense aujourd'hui, c'est une bonne manière de dépenser? Est-ce que je dépense correctement? Je me rappelle, quand j'étais jeune marié, j'avais des collègues et chaque mois, au lieu par exemple d'acheter la viande au détail, au marché, ou bien chez le boucher du quartier, on s'entendait et chaque mois, il y a une d'entre nous qui allait à l'abattoir, qui achetait peut-être 30 kilos de viande et puis on se partageait. Non seulement ça permet d'avoir le plus beau morceau, parce que quand tu vas chez le boucher, il va couper un gros os, il va mettre un peu de viande dessus. Si vous entendez à 2, à 3, à 10, à 3 vous pouvez acheter un gigot, à 10 vous pouvez acheter carrément le bœuf, et vous le partagez, vous allez avoir chacun de bon morceau. Tous ces éléments-là, ce sont des choses auxquelles il faut réfléchir. Je vois beaucoup de jeunes aujourd'hui
qui ne refusent de vivre en colocation. Chacun veut avoir sa maison, chacun veut avoir son petit studio, parce que chacun veut vivre seul, ne pas avoir de compte à rendre à quelqu'un. Mais vous imaginez, si vous payez un studio à 80 000 et que à 3, vous avez 240 000, vous pouvez vous louer une belle villa. Vous allez être plus à l'aise, plus d'espace, plus de commodité, mais seulement, je dirais le revers de la médaille, c'est que vous devez vivre avec d'autres. Mais il faut apprendre à vivre avec. Demain, tu vas vivre avec ta femme. Si tu sais pas vivre avec d'autres, comment tu vas faire? Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire si on veut vraiment économiser. Il y a beaucoup j'ai pas parlé du loyer de Christian. Un loyer de 120 000. C'est vrai qu'il est dans les règles, mais s'il veut aller plus loin, il peut diminuer ce loyer aussi en se mettant en colocation, par exemple. Actuellement, il vit seul dans une maison une chambre-salon. Bon, c'est vrai que là, la colocation va être un peu difficile, mais s'ils trouvent un colocataire, ils peuvent décider d'aller prendre peut-être 2 chambres-salon ensemble et chacun va payer moins de 120 000. Vous voyez, par exemple. Donc, si on veut faire des économies, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Il y a matière, véritablement, à faire des économies. Et chacun d'entre nous doit le faire. Je rappelle que l'une des choses que j'ai dites au début, c'est que nous sommes les intendants des biens que nous avons. Et Dieu nous demandera des comptes pour la manière dont nous gaspillons les biens. Et je peux vous assurer que souvent, quand on se penche sur la manière dont les plus pauvres, ceux qu'on plaint, ceux dont on se dit que, oh, vraiment leur vie est difficile, ils ont du mal, souvent ils gaspillent. Le peu que Dieu leur donne, ils le gaspillent. Et souvent, je sais pas comment dire, c'est un peu contre leur gré, c'est leur manière de vivre, mais il faut qu'ils sortent de là. Et regardez par exemple, comment, lorsqu'on n'a pas beaucoup d'argent, on va se mettre à aller au marché chaque jour. C'est contre-productif. Parce que quand on va au marché chaque jour, on dépense plus que de faire le marché de la semaine ou le marché du mois. Ça, c'est clair. Quand on achète trop au détail, on dépense plus. On va dire que c'est ce qu'on peut faire, mais est-ce qu'il n'y a pas une manière d'inverser les choses? Est-ce qu'il n'y a pas une manière, même lorsqu'on est pauvre, de pouvoir décider de faire des économies sur la nourriture, de faire des économies sur ce qu'on dépense chaque jour, ce qu'on dépense parfois et qu'on n'a même pas. Donc il y a toujours une réflexion à faire pour maîtriser ces dépenses, même dans le contexte dans lequel nous vivons aujourd'hui, où effectivement la vie augmente, la vie est chère, justement. C'est dans ce contexte même que nous devons apprendre à économiser, apprendre à bien gérer. Gérer le peu que l'on a pour qu'il suffise. C'est possible. Ce n'est pas impossible. Et si on veut le faire, le Seigneur nous donnera les moyens de le faire. Voilà. Pour terminer, je voudrais rapidement, je crois, lorsque j'ai présenté le budget base zéro, j'ai parlé du système des enveloppes. C'est un vieux système. Comme je vous l'ai dit, quand moi j'ai commencé à travailler en 1990 par là, c'était quelque chose qu'on enseignait, surtout dans les usines, ce qu'on appelait la gestion du budget familial. Où on apprenait aux ouvriers comment le peu qu'ils gagnaient, ils pouvaient s'en sortir avec en ayant un système d'enveloppe. Le système d'enveloppe, c'est quoi? Dans les dépenses que j'ai présentées ici, il y a ce qu'on appelle des dépenses qui sont fixes ou bien automatiques. Plutôt le mot automatique, il y a des dépenses automatiques. Netflix, Canal, Internet, je sais pas. En tout cas, il y a des montants qui sont automatiques chaque mois. Que vous le vouliez, que vous le voulez pas. À partir du moment où vous avez cet abonnement-là, ce montant-là, soit on le prélève automatiquement, soit vous-même vous le payez automatiquement. Mais par contre, il y a d'autres montants comme l'alimentation, les sorties, le shopping. Tout ça, ce sont des montants qu'on dépense au fur et à mesure du mois. Et quand on n'a pas de visibilité, parce qu'on n'a pas de budget,
on dépense, on dépense, on dépense. Surtout aujourd'hui, de plus en plus avec le système de cartes. Quand tu as une carte bancaire, tu dépenses, tu ne te rends même pas compte vraiment de ce que tu dépenses. Le système des enveloppes est intéressant dans ce sens-là où, par exemple, pour l'alimentation, ici, Christian a décidé de dépenser 60 000 pour l'alimentation. Ça veut dire que il doit avoir une enveloppe où à la fin du mois, il retire les 60 000, il les met dans cette enveloppe. Et à chaque fois qu'il s'en va faire des courses, il prend l'argent dans cette enveloppe. Normalement, s'il a 60 000, ça veut dire qu'il ne doit pas dépenser plus de 15 000 francs par semaine. Donc ça, le fait d'avoir l'enveloppe à chaque fois et de voir que, peut-être on est le 10, mais il ne me reste que 20 000 francs dans l'enveloppe pour me nourrir jusqu'à la fin du mois, il faut que je fasse attention. Est-ce qu'il n'y a pas des choses que j'ai achetées, que je n'ai pas encore mangées, des conserves, il faut aller. En tout cas, le fait d'avoir l'enveloppe devant soi et à chaque fois de l'ouvrir, de sortir, ça donne une indication claire de ce qui reste. Alors que quand soit on va faire le trait, on va marcher, on retire 100 000, ou bien on retire même à la banque directement au guichet, et puis on s'en va dépenser chaque début de semaine, tu retires 100 000, après tu dépenses dedans, tu sais pas où tu en es. Sauf si vraiment tu es quelqu'un qui suit bien ses comptes. Donc le système d'enveloppe est intéressant pour ça. Toutes ces dépenses que on fait au cours du mois et qui sont parfois des petites dépenses, vous mettez le montant dans une enveloppe et vous suivez vos enveloppes. Et quand il n'y a plus d'argent dans l'enveloppe, c'est qu'il y a plus d'argent. Faut pas aller prendre l'argent ailleurs pour venir combler. Sauf vraiment, au début, on est obligé de faire un peu, mais après, c'est une manière très intéressante de maîtriser ses dépenses. Vous avez mis de l'argent de côté, par exemple pour de l'essence. Vous mettez cet argent dans cette enveloppe et vous savez que quand vous avez pris 20 000, ça fait 40 000, il ne vous reste plus que 40 000 pour terminer le mois. Et voilà. Donc c'est ça vraiment qui est intéressant dans ce système d'enveloppe. Aujourd'hui, dans les pays européens, américains, c'est un système vraiment qui revient à la mode. Il y a des classeurs avec des enveloppes. En tout cas, il y a toute une industrie qui se développe autour de ça. Mais vous n'avez pas besoin de tout ça. Vous prenez une enveloppe, vous mettez dessus alimentation. Vous prenez une enveloppe, vous mettez dessus, je sais pas, sortie. Si la première semaine vous êtes sorti, vous avez dépensé 10 000 et qu'il ne reste que 10 000, vous savez que soit vous allez vous débrouiller pour la prochaine sortie, dépenser 5 000 pour avoir encore une sortie, ou bien vous vous dites, quand la deuxième semaine vous avez dépensé, c'est fini, l'argent est fini. Donc vous attendez le mois prochain. Or, quand on n'a pas ce système-là, on a l'impression qu'on a l'argent, on peut à chaque fois prendre, on peut prendre. Donc vraiment, je vous encourage, si vous êtes intéressé, aujourd'hui, sur Internet, il y a tout. Tout ce que vous voulez savoir sur quelque chose, vous tapez seulement. Je parlais la dernière fois de l'intelligence artificielle. Tout ce que vous voulez savoir, vous demandez. Si vous voulez maîtriser le système d'enveloppe, si vous trouvez des idées pour économiser, allez sur YouTube, tapez économie, tapez enveloppe, tapez budget. Et ce qui est intéressant, justement parce qu'il y a l'intelligence artificielle derrière, c'est que dès qu'il voit que vous vous intéressez au budget, tout ce qu'il y a comme budget, il va vous envoyer ça. Il va vous proposer ça. Donc, il y a beaucoup. Si ce que j'ai expliqué ne vous a pas vraiment convaincu ou bien vous n'avez pas bien compris et que vous êtes intéressé, je vous encourage à aller chercher des méthodes, des moyens pour pouvoir mieux gérer votre argent parce que c'est quelque chose qui est important. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais prier pour terminer. Mercredi prochain, nous allons terminer cette série. Je pense qu'on est arrivé au bout. Mais mercredi prochain, je vais prendre le temps de parler un peu de l'argent dans le couple. De l'argent, comment l'argent peut, lorsqu'il n'est pas bien géré, peut créer des problèmes dans les couples. On dit l'argent, les problèmes d'argent sont
une des causes principales de divorce. Donc nous allons essayer de regarder rapidement, c'est vrai, en une émission, on ne peut pas rentrer dans trop de détails, mais comment en tant que couple chrétien, nous pouvons gérer notre argent pour que cela rende gloire à Dieu et que cela rende nos familles prospères. Et on va terminer avec cet aspect-là la semaine prochaine. Pour la suite, je voudrais vous inviter, si vous avez des idées de thèmes qui vous intéressent plus particulièrement, je voudrais vous inviter à nous les envoyer. Vous connaissez l'adresse mail une parole pour toi 225@gmail.com. Vous envoyez juste un message disant bon, voilà, tel thème m'intéresse, tel autre également, et je vais essayer de voir. J'ai une petite idée de ce que nous allons faire dans la suite, mais si vous avez des idées également, partagez-les avec moi. Seigneur, je voudrais te bénir et te rendre grâce pour ce moment. Merci. Parce que tu as conduit ce moment, tu as conduit ce temps et tu as permis à tes enfants de saisir l'essentiel, je le crois. Mais Saint-Esprit, tu es l'enseignant par excellence. Tu es l'esprit de sagesse. Tu es l'esprit d'intelligence. Continue à enseigner tes enfants. Continue à parler à tous ceux qui luttent avec leurs finances, qui ont des difficultés financières et qui se plaignent de ce qu'ils gagnent ne leur suffit pas. Montre les stratégies, montre les tactiques, donne les techniques pour que nous puissions arriver à gérer nos finances, à être de bons intendants, pour que, Seigneur, nos foyers, nos familles soient prospères. Pas prospères parce qu'elles ont de l'argent en excès qui dort quelque part, mais prospères parce qu'elles ont de quoi vivre à l'aise et de quoi investir dans ton royaume. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen.